Survilliers. Retrouvailles avec une rampe entrée dans la légende. Derrière la splendide 231 K8, qui fut longtemps familière des lieux, c'est une vraie flèche d'or des années 60 qui file plein nord. Au prix d'une poursuite assez énergique, nous reverrons le train à Angest et ici à Dan-Camier. Deux noms jadis bien connus des inconditionnels des Pacifiques et où il reste un témoin d'un passé prestigieux, le bloc Lartigue. Après 300 km parcourus pour l'essentiel à 100 à l'heure, c'est dans un ralenti majestueux que le train parvient au terme de son voyage. Son premier voyage, car l'histoire ne fait que commencer. Dominant fièrement la ville et la gare, le beffroi permet de situer la scène. Nous sommes à Calais. Mais l'heure du repos n'a pas encore sonné. Au terme de ce long parcours, il faut effectuer sans attendre la traditionnelle tournée des graisseurs. Un job routinier pour Raymond, qui a débuté voici bien des années au 141 TC. Et même pour Olivier, qui appartient pourtant à la génération CC 6500. Plus tard dans la soirée, sur les voies de débord, viendra l'épisode coquetterie, une fonction de tout premier ordre dans la grande tradition du Nord. Et la journée se conclura sur l'approvisionnement en charbon. Depuis la grue à vapeur qui travaillait nuit et jour dans les emprises toutes proches de l'ancien dépôt disparu depuis Belle-Lurette, les moyens employés ont certes évolué, mais une pratique subsiste, celle d'un remplissage maximal, aux limites de la contenance du tender et du gabarit. Voici qui est de bon augure pour la journée du lendemain.
Vendredi 14 mai, la 231 K8 arbore désormais la célèbre plaque qui fut la mire la plus ardemment désirée de toute une génération de photographes. Au bout du quai, tout est prêt depuis un bon moment. Et la séance photo traditionnelle contribuera à meubler l'attente jusqu'à ce qu'arrivent les voyageurs qui ont traversé le Channel avant d'aborder le Pacifique. Chaudière au timbre, engagement de la marche, et départ. Là encore, tout en douceur, comme en ces temps lointains où l'on ménageait les machines, tout en respectant scrupuleusement des horaires qui n'étaient pourtant pas de tout repos. En douceur. C'est bien l'impression ressentie par l'observateur extérieur. Mais ce n'est pas précisément ce que l'on retiendra d'un parcours sur la machine. À intervalles réguliers, Georges nourrit la bête. Raymond, lui, ne quitte pas la voie des yeux, tout comme Jean, le pilote SNCF. Cent à l'heure, du grand chemin de fer, comme on ne l'apprend pas dans les bureaux. Pour les chauffeurs, c'est l'occasion rêvée de parfaire une formation. C'est-à-dire de se faire la main. À toi, Jean-Louis.
Pour notre part, nous laisserons filer la Pacifique au plus symbolique des PK sous une lumière déjà déclinante. Samedi matin, 8 heures. Nous sommes presque dans un autre monde. Comme chaque week-end, le dépôt de la Chapelle est plongé dans la torpeur et la Pacifique elle-même a été éteinte après son arrivée tardive. Mais sur la voie contiguë, le chiffre magique est bien vivant, même s'il tient plus modestement lieu de numéro d'ordre sur la traverse de la 140C préservée par l'Ajecta. Venue spécialement de Longueville, la 140C 231 va donc prendre le relais de la 231 K8 pour la journée. À quelques hectomètres du dépôt, nous rejoindrons Paris-Nord dans une ambiance plus animée, mais peut-être moins attachante. Certes, cet endroit-là aussi est chargé d'histoire, mais c'est tout de même un autre siècle qui foisonne dans les emprises de la gare monumentale, jusqu'à l'instant précis du démarrage. Sur une voie où, adolescents, nous avons connu les toutes dernières TC, c'est un train de banlieue au long cours qui débute son voyage. En effet, la machine de l'Ajecta emmène le groupe britannique pour un tour de Paris qui, de faisceau en bifure et de raccordement en rebroussement, va nécessiter une journée entière. Retour à la Chapelle. Derrière un décor éminemment contemporain, nous avons choisi de partager l'intimité de la Pacifique. Raimondo. Raimondo. La belle est exigeante et les 10 heures de route des 2 journées précédentes nécessiteront une longue séance de petits soins. Il faudra bien sûr intervenir sur le mécanisme, connu pour sa complexité, mais aussi exécuter ce travail ingrat mais vital que bien des contemplatifs ne soupçonnent pas. L'évacuation du fraisile qui s'est accumulé dans la boîte à fumer.
La Chapelle toujours, mais le dimanche, pour une nouvelle inversion des rôles. La 140C se repose, la Pacifique s'apprête. Selon un scénario désormais bien établi, c'est dans le nuage de vapeur libéré par les purgeurs que la K8 s'arrache à la voie du dépôt. Dans quelques minutes, elle se mettra en tête de son train, tandis que nous rejoindrons le site de Survilliers, cette fois baigné de soleil. Au cours de ce deuxième voyage sur Calais, c'est à Georges que reviendra la conduite. Qu'il faut surveiller là, entre 300 et 350. Ça descend en dessous de 300, c'est pas normal. 300, 350. Raymond, lui, assurera la chauffe, avec un tonus allant crescendo. Quant aux spectateurs suiveurs, ils chercheront une fois encore à marcher sur les traces de leurs aînés. Et ils seront ainsi quelques-uns à se retrouver dans le site de Fontaine-sur-Somme. Noyelles. L'étape est devenue incontournable et le grand train confiera à un moment ses voyageurs aux petits. Et plus précisément à l'une des nouvelles recrues de la baie de Somme. La 130 Caille, de retour dans la France septentrionale après un long exil à Panama. La balade se réduira à un bref trajet sur Saint-Valery. Mais l'équipe du CFBS nous réservera une bien agréable surprise en attribuant le trajet retour à une autre machine, la Béton Bazoche bien connue.
Une locomotive tout aussi emblématique du réseau que cette vue du port de Saint-Valery, image typique des côtes continentales de la Manche, telles que nos voisins britanniques ont coutume de se les représenter. Rue. Dernier épisode à 100 à l'heure. Tout au bout du chemin, ce sera l'arrivée à Calais. Les gens du pays font le plein de soleil, mais nos voyageurs, eux, viennent d'appareiller pour retrouver leur isolement qui, ce jour-là, sera vraiment splendide. Car à Douvres, c'est la fort belle Battle of Britain qui les attend, pour les ramener à Victoria. Quant à nous, nous resterons sur le continent, fidèles à la ligne de la Côte d'Opale et à la 231 K8. Merci Georges, Jean, Raymond et tous les autres. Grâce à vous, nous avons eu le privilège de vivre ce qui aurait dû tomber définitivement dans l'oubli un certain 11 janvier 1969. Ce jour-là, pour la dernière fois, une 231K traversait la Picardie en tête de la Flèche d'Or. Heureusement, il s'est trouvé une poignée d'hommes pour apporter le plus éclatant des démentis à cette dernière fois-là. Les cheminots experts en sigles et acronymes reconnaîtront l'établissement industriel du matériel TGV de Paris Sud-Est. Pour les autres, nous traduirons en français Villeneuve-Saint-Georges. Dans le gigantesque ensemble, il reste une discrète remise qui abrite une relique, au sens noble, pour ne pas dire sacré, du terme. Et là, pas besoin d'expliciter la combinaison alphanumérique qui définit la dernière des Pacific PLN. Sous la nef, l'hivernage a été très actif. Et ce 29 avril 2005, l'équipe de MFPN, Matériel Ferroviaire Patrimoine National, achève de préparer la belle à sa traditionnelle renaissance printanière. Un peu d'esthétique par-ci et encore beaucoup de technique par-là. Tour à tour sur des dessous qui, pour l'ami Bullard, n'ont rien de troublant, puis sur une vanne qui n'est pas ici synonyme de plaisanterie. Voilà, essaye de manœuvrer ça. Moi, je sais. Car sur une locomotive, chaque détail est primordial. Surtout lorsque se préparent de très grandes heures de traction vapeur. Il est dur? Ouais, c'est dur là. Eh ben, c'est ce qu'il faut. Ouais, bah, d'accord. Allez, c'est bon. Ouais, ça va mieux en manœuvrant. Bah, il y a la graisse qui sort. Hein. Voilà. Bon, je le laisse serrer. Tu le serres, mais sans le bloquer. Il est serré. Le chargement des briquettes pourrait symboliser la fin des préliminaires. Mais il n'y a pas qu'à Villeneuve que l'on va au charbon.
Dans le dépôt-musée de la Jecta, la grue bondit, un peu diesel certes, mais très authentiquement délavée, donne à la scène un petit air de vrai. Il s'agit de garnir le tender de la 140 C231, cette fois encore présente dans la distribution, si l'on ose dire, aux côtés de la K8, détentrice du rôle titre. Notre grutier à l'ancienne répétera ces gestes pendant plusieurs dizaines de minutes. Et, ici comme à Villeneuve, la journée de préparation se conclura sur un tender chargé à ras-bord. Après une nuit de veille, la 140C a repris vie. Comme à chaque fois, l'aiguille du manomètre a mis le temps pour décoller du zéro. Mais lorsqu'elle affiche 6 kilos, l'essentiel est fait. Et pour que la chaudière soit au timbre, il suffit d'un peu de patience, ou plutôt du temps nécessaire au graissage du mouvement. Ouais, c'est bon. « 8h50. Côté voie principale, une figure emblématique de la ligne 4 vient rompre le silence. Et à 9h précises, la 140C va s'engager à petits pas sur les traces de la 72 100. Derrière la locomotive, c'est un bel assortiment qui s'offre à nos yeux. Après la postale à 2 essieux, qui tiendra lieu de cantonnement pour l'équipe, presque tous les grands réseaux sont représentés. Le défilé se conclura sur les prestigieuses voitures restaurants et Pullman de la CIWL. Et, en bordure du village de Rampillon, tout ce petit monde cingle à bonne allure vers la capitale. Retour dans un autre monde. Pendant que la 140C conduisait vers Paris la rame qu'elle doit confier à la Pacifique, celle-ci a été sortie de sa remise. Et toute l'équipe s'emploie désormais à l'embellir. Même les orfèvres de la clé de 18 se sont emparés des chiffons. Au bout d'un après-midi de labeur, la locomotive finira par retrouver le bel aspect qui fut jadis la signature des hommes du dépôt de la Chapelle.
Même traitement, mais avec d'autres méthodes, pour la voiture mixte d'accompagnement qui ne doit en aucun cas faire tâche, puisqu'elle sera placée juste derrière la Pacifique pendant tout le voyage. À l'intérieur de cette voiture B4D, on trouve un véritable atelier roulant avec l'indispensable groupe électrogène, lequel a choisi ce jour-là pour se faire remarquer avec le grippage de son arbre qu'il va falloir extraire avant de le remplacer. Où il se vérifie une fois de plus qu'aucun détail ne peut être négligé. Côté machine, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à se préoccuper du mouvement. Impeccable. Alors je vais pas me garder pendant des... Il y a Michel qui me dit comme ça qu'il ne faut pas enlever les toiles d'araignée parce qu'il faut pas... Bon, alors je m'emmerde de monde venir terre. Eh, je m'appelle pas Madame Roussefa, il reste... À 100 mètres de moins. Ah bah ça. Ça va, c'est pas séché encore. Comme l'exige le rituel, la préparation va s'achever sur la longue séance de graissage. Et au PLM, il y avait la rivalité entre les dépôts de Villeneuve et là. Donc il y a les blocs en dessin. Ça marche à lui là. Bon, il y en a d'autres à faire en bas là. Non. Bon. Tous les bruits de la ville se sont tus. Seul reste la Pacifique et le silence. Jusqu'à ce que s'embrase le traditionnel chiffon imprégné de gazole. Pendant que les collègues dorment dans les couchettes de la B4D toutes proches, Raymond est venu procéder à l'allumage. Et très vite, il va devoir nourrir un feu déjà vivace, dont les lueurs déchirent la nuit. Tout comme le frottement du métal de la pelle et la cataracte des blocs de charbon. Il faudra encore quelques heures pour que le crépitement des flammes soit occulté par le chuintement de la vapeur. Et presque autant pour que cette fumée pesante se mue en un panache bien formé, montant à la verticale vers le ciel. Enfin, la 231 K8 apparaît au grand jour, ou presque, vu l'heure matinale, s'avançant à pas feutrés vers le centre du vaste amphithéâtre de béton et d'acier.
et la plaque commence sa rotation dans cette lenteur toute de majesté que l'on mesure autrement mieux en cet instant d'exception que dans une quotidienneté dominée ici par le gris, l'orange et les manœuvres de lever et baisser pantoux. Après cette parade, la Pacific est résolument orientée vers le sud. Dirigée sur les voies de sortie du dépôt, il ne lui reste plus qu'à prendre possession de son train. Fin de la séquence, préliminaire en coulisses. C'est à la place d'honneur, sur ce que les cheminots appellent les voies-lettres, que les voyageurs de Railway Touring Company découvrent la rame et la locomotive, ou plutôt les redécouvrent. Un an plus tôt, la K8 et les voitures de l'Ajecta avaient ressuscité la Flèche d'Or. Voici qu'elle forme maintenant, pour les mêmes, un Mediterranean Steam Express pour Marseille. Comment ne pas penser à cet instant précis au départ d'un Calais méditerranéen? Mais s'il s'agit bien là d'un départ pour Marseille, le voyage débutera sur la ligne du Bourbonnais. Et pour l'heure, les tenants de la rigueur historique évoqueront plutôt un Vichy Pullman Express. En queue de rame, la voiture Pullman est contemporaine de l'âge d'or du thermalisme. Mais nous sommes encore loin de la célèbre ville d'eau et, à cette heure bien matinale pour eux, les voyageurs apprécieront tous le café servi par Mireille. Entre le Loing et la Loire, le soleil est déjà haut dans le ciel. L'heure du café est passée depuis un bon moment et dans le salon très cosy, c'est le repas de midi qui s'annonce.
Les tables viennent d'être dressées et, au moment précis où le train passe en face de Sancerre, Mireille accomplit le geste symbolique du French Way of Life. Décidément, Vichy ne fait pas recette. D'ailleurs, le train a prévu de l'éviter. Après 355 km abattus à 100 km/h sur la grande ligne électrifiée, le convoi obliquera à Saint-Germain-des-Fossés pour emprunter l'ancien itinéraire par Gannat. Sur ce tronçon vierge de caténaires, l'image du chemin de fer classique est presque parfaite. Et elle donne le ton pour la journée du lendemain. Classique, disions-nous. Ce qui n'empêche pas dans le vent. Et c'est sous des bourrasques automnales que s'effectuera le crochet sur la ligne des Grands Viaducs. La 141 R420 se présente en tête du train. Taillée pour cet itinéraire tout en dents de scie, la Mikado est une habituée des lieux. Mais, sur le viaduc du Rouzat, l'incursion d'une rame de prestige est appelée à rester exceptionnelle. La R exprime le profil tourmenté de la transversale, entre les puissants coups d'échappement des sections en rampe et le silencieux glissement dans les pentes. Après 110 km de montagnes russes, voici Montluçon, où l'horaire tendu ne nous laissera guère que le temps d'assister au retournement de la locomotive. La Seine permet d'admirer la Mikado sous tous les angles, comme ce fut le cas avec la Pacifique la veille à Villeneuve. Mais l'atmosphère est ici bien différente. Quelques minutes durant, quelques minutes seulement, la R aura amené un peu de vie dans ce qui n'est plus qu'un dépôt fantôme.
que plus rien n'habite, pas même l'esprit des 141 TA. Retour vers Clermont. Bien sûr, certains regretteront que le train n'ait pas pu effectuer la boucle par le viaduc des Fades, mais ils conviendront que le Neuvial a tout de même belle allure lorsque s'y présente un convoi de classe. Comme chaque matin, les diesels s'échauffent avant de se disperser sur l'étoile clermontoise. Mais ils ne sont pas seuls. La 141 R420 paraît au mieux de sa forme, comparativement aux engins modernes qui somnolent. Quant à la K8, sa présence écrase littéralement sa jeune voisine inerte. Aucun doute, quelque chose de grand se prépare. Une double traction. Et une double traction d'exception. Pas avec n'importe quelle machine. Et pas sur n'importe quel parcours. Un événement donc, auquel on n'avait plus assisté ici depuis une bonne quarantaine d'années. Car au sud de Langeac, c'est l'ascension du Val d'Allier, que débute la cordée formée par les deux locomotives, pour reprendre le terme éminemment montagnard qu'employait Maurice Maillet lorsqu'il nous contait les exploits accomplis jadis en ces mêmes lieux par les 240A puis par les 141E. Dans les premiers kilomètres, on ne parlera pas encore de gorge. Le village de Saint-Arcon est entouré de collines plutôt que de montagnes, et le train se faufile dans une végétation qui reste touffue.
Après le hameau de Saint-Julien, blotti au fond de la vallée, voici Sainte-Marie-des-Chazes. Puis le convoi traverse le village de Prades, suivi du tunnel du même nom, qui marque la fin de la partie habitée du parcours. Désormais, le rail est seul à pénétrer l'intimité de la gorge, au plus près des eaux sombres du torrent. Ici, la rampe est encore modérée. 5, parfois 8 pour 1000. La double traction est plus qu'à l'aise, même avec 12 voitures, totalisant 506 tonnes, soit plus qu'un Paris-Nîmes des belles années. Passé un instant sur la rive droite, le train peine à reprendre sa vitesse après le ralentissement du pont métallique de la Madeleine. Puis, avec l'élégant viaduc courbe de Fontane, le convoi retrouve la rive gauche et s'engage du même coup dans la partie la plus secrète des gorges, celle qu'aucun sentier n'est jamais venu déflorer. Autant dire qu'on va s'en mettre plein les yeux. Et pas seulement des escarbilles. PK 552, avec le viaduc, le barrage et le lac de Poutès, la vallée s'est élargie. Et le train a même parcouru quelques hectomètres en palier, avant d'affronter un nouveau tronçon en rampe de 5.
mesure là le génie des hommes qui, voici 150 ans, ont su trouver une voie, au sens qu'entendent les alpinistes, permettant de grimper jusqu'à la ligne de partage des eaux, à plus de 1000 mètres d'altitude, avec des taux de déclivité toujours très courants. Mais à quel prix pour les bâtisseurs qui ont concrétisé leur rêve, à la force des bras? Après avoir transpercé l'éperon du Thor, le train débouche sur le viaduc du même nom, et dans un autre monde. Le Nouveau Monde, puisque c'est ainsi que les constructeurs de la voie ferrée ont appelé le lieu-dit où ils ont apporté la vie, le temps des chantiers. Et la double traction s'engage sur le viaduc du Chapeau Roux, du nom du ruisseau qui l'engendre, juste avant son confluent avec la Ligne. Dans cet endroit où, à l'époque des projets, il n'y avait rien, ce sont les ingénieurs du PLM qui ont spontanément étendu le nom du ruisseau à l'ensemble du site, ainsi qu'à la gare qu'ils y ont établie. Et c'est également ainsi que l'on a appelé le hameau né du chemin de fer. Un micro-culose ou un nano-longo dont on s'étonnerait presque que des trains le desservent encore. Ce ne sera pas le cas de notre spécial qui traverse la gare sans arrêt, comme Sa Majesté le Cévenol lui-même. Les deux machines abordent ainsi dans les meilleures conditions la rampe qui se raidit ici même à 12 pour 1000. On comprend désormais qu'il ne s'agissait pas d'une double traction de complaisance, motivée par le seul souci de nous offrir du grand spectacle. Et l'on va bientôt réaliser que la face nord de l'artère Trans-Cévenol, si modérée qu'en soit le profil, reste une ascension difficile.
à la sortie du tunnel de Condres, la vitesse a déjà fortement fléchi. Au vu du panache de vapeur que libèrent les soupapes de la R, ce n'est pas la pression que l'on incriminera. Le problème, on va vite le voir, c'est l'adhérence. La vitesse baisse inexorablement. Le train ne progresse plus qu'au pas. Sur les machines, au sol ou encore dans les airs, nous comprenons tous qu'il n'y en a plus que pour quelques mètres. Ce qui devait arriver arriva, et l'explication sera vite trouvée. Avant nous, le graisseur de rail d'un train régulier a copieusement lubrifié la surface de roulement. Mais il n'est pas question de renoncer. Du piton sur lequel Laurent réussit à poser l'hélico, nous assistons à un redémarrage poignant. Sous les exhortations que Jean-Jacques, le responsable du MFPN, adresse à son équipe qui, bien évidemment, ne peut pas l'entendre. Cette fois, c'est gagné, ou presque.
Jean-Jacques ne saura que bien plus tard qu'il devait y avoir 2 autres arrêts pour le même motif. Mais à Jonchère, la Mikado et la Pacifique avaient retrouvé tout leur allant. Tout le monde a retroussé les manches et il a même fallu nettoyer le rail avec des chiffons. Les 2 équipes voulaient atteindre Langogne sans demander le secours. Et elles ont réussi. Après le retrait de la 141R, on allait pourtant découvrir un drôle d'attelage, là où la K8 n'en avait aucun besoin, pour la descente. Nous avons résolu de ne pas cautionner ce qui, face à des voyageurs britanniques, ressemble fort à un déshonneur national. Et nous nous sommes directement projetés beaucoup plus loin. Rares sont les participants qui ont pu apprécier l'atmosphère matinale dans la cité phocéenne, compte tenu de l'arrivée très tardive du train spécial. Mais trêve de tourisme. À la Blancarde, dépôt voué d'ordinaire au train bleu du nouveau siècle, on redécouvre une réalité de la vapeur que la légende des grandes roues passe bien souvent sous silence. Hier, la Pacifique est restée plus de 17 heures en tête de son train. Et relâche ne signifie pas repos. Malgré les efforts déployés la veille, les travaux se limiteront à la routine. Et dès le milieu de l'après-midi, l'équipe pourra souffler un peu. Au sommet de l'escalier de la gare Saint-Charles, retrouvailles. Rallumée dans la nuit, la Pacifique est en tête de sa rame, au timbre, prête à s'élancer sur les rails de ses jeunes amis. En effet, de sa livraison jusqu'à l'après-guerre, c'est-à-dire 4 décennies durant, notre locomotive n'a pas cessé d'arpenter l'artère impériale, bien souvent en tête de train de prestige comme aujourd'hui.
la remontée du fleuve Roi s'effectue allègrement, à la vitesse limite de 100 km/h, jusqu'au pont de la Voulte sur Rhône, qui relie les lignes des deux rives. Ici s'entrecroisent d'ordinaire les barges et les trains d'hydrocarbures. Mais nous assisterons ce jour-là à la rencontre de deux formules de tourisme intelligent. De ce précurseur du béton précontraint, nous passerons sans transition à une autre architecture et à un autre chemin de fer. Car nos British Rail fans ne pouvaient évidemment pas emprunter la ligne de rive droite sans rendre visite au fameux Mastro. Mais cet intermède en voie métrique se réduira à un simple aller-retour et très vite, la 403 plus que centenaire reviendra à Tournon, où la 231 K8 attend patiemment ses voyageurs. Pendant que les habitués du Pullman goûtaient au charme des banquettes en bois, l'équipe de la Pacifique a refait son feu. Et c'est Georges qui va tenir le manche pour l'étape menant à Lyon. À 18h35 précise, départ. Il est des sections de lignes sur lesquelles les aspects purement ferroviaires peuvent s'estomper, car les noms des localités et des régions traversées évoquent d'autres joies. Celle du Palais, par exemple, qui, de Lyon à la Bourgogne, ont valeur de culture. Ouais. Tu peux éventuellement lui demander. Ouais.
Dans la voiture-restaurant, c'est une brigade professionnelle qui s'active. Ces hommes, engagés pour toute la durée du voyage, sont sans doute trop jeunes pour avoir connu l'époque où, sur toute ligne de France, il fallait préparer de bons repas dans un véritable mouchoir de poche. Mais nous verrons qu'ils s'en sortent fort bien. Avec le renfort des bénévoles de l'AGECTA, car il y a d'autres outils que la burette à huile, d'autres talents que le génie de la mécanique pour faire revivre le vrai chemin de fer. Et c'est un instant privilégié qui, au moins pour les épouses, peut revêtir la même importance qu'une double traction. Le service s'effectue dans la grande tradition, avec des menus privilégiant les spécialités des régions traversées. Un raffinement bien sympathique. En 5 journées de voyage proprement dit, professionnels et bénévoles auront préparé et servi 1 millier de repas. Autant dire que les cuillères en argent ont été aussi intensément utilisées que la pelle de chauffe. En traversant la Bourgogne d'une seule traite, Olivier éprouve des sensations autrement plus fortes que celles que lui procurent ses TGV de chaque jour. Raymond, son formateur, fait mieux que revivre ses plus belles années de carrière, puisque celle-ci s'est déroulée à la banlieue. Et le chef traction dijonnais découvre tout un univers. De Paris à Paris, la Pacifique aura parcouru très exactement 1742 km, en donnant à chaque tour de roue tout ce dont elle est capable, que ce soit à 100 km/h ou à 1000 mètres d'altitude. Un grand coup de chapeau à toute l'équipe, à ceux-ci et à tous les autres. C'est grâce à des hommes de cette trempe qu'on a pu revoir, et qu'on reverra sans doute encore longtemps, ces images du chemin de fer telles que tout un peuple
la aimait.